Vous avez la parole. Beschäftigt. Merci. Alors oui, c'est vrai, j'ai beaucoup travaillé sur les glissements de terrain sous-marins, mais aujourd'hui c'est l'inverse qui nous intéresse. C'est la modélisation concrètement du comportement non drainé des sols lors de remblayage dans les lacs. Donc il s'agit d'éviter justement un glissement de terrain. Je vais d'abord m'arrêter sur quelques bases concernant le comportement des sols non drainés. Ensuite, je vous parlerai de la méthode des éléments finis et des modélisations sur la base de cette méthode. Ensuite, je vous parlerai de la question du choix de la loi de comportement à appliquer et puis je vous donnerai quelques exemples concrets. Sur le principe, le comportement de sol non drainé. Souvent, nous nous intéressons dans les mesures géotechniques à deux états limites, drainé ou non drainé. Drainé, pour nous, c'est toujours l'état où l'eau interstitielle peut s'échapper s'il y a une charge, et non drainé, c'est l'état dans lequel l'eau interstitielle ne peut pas s'échapper, et s'il y a une charge, le volume du sol reste donc plus ou moins constant, ce qui va provoquer une surpression. Les tests triaxiaux permettent d'illustrer ces deux états, c'est ce que vous voyez sur la droite. On consolide des échantillons, ensuite on les met en charge, et la seule différence, c'est que si vous avez un sol drainé, on ouvre en fait cette ouverture de drainage, on permet à l'eau de s'échapper, alors que pour le test de sol non drainé, les trous restent fermés et l'eau interstitielle reste donc dans l'échantillon. Quelle est l'influence sur le comportement du sol en tant que tel? Vous en voyez ici l'illustration avec deux résultats d'essais triaxiaux. Il s'agit de deux échantillons du même matériau consolidés au même niveau de tension. Un échantillon cependant a été mis en charge à l'état drainé et l'autre à l'état non drainé. Ce qu'on voit pour l'échantillon à l'état drainé, c'est la courbe bleue, c'est que la charge peut augmenter jusqu'à atteindre l'aplanissement. Et si l'on regarde la courbe de tension, l'on constate qu'il y a un assouplissement jusqu'à la rupture. Si on prend les rapports volumétriques en bas à gauche, on voit que pendant la mise en charge, le volume de l'échantillon diminue. Donc il y a contraction. En présence d'une charge, ce qui aura des répercussions importantes si on utilise un échantillon non drainé. Donc si on met en charge cet échantillon non drainé, l'eau interstitielle ne peut pas s'échapper et vous avez donc des surpressions d'eau interstitielle, vous avez une baisse des tensions moyennes, si bien que la rupture se fera beaucoup plus tôt. Tout cela signifie aussi que si vous regardez en haut à droite, les tensions et élongations, que la résistance est bien plus faible pour un échantillon non drainé. Voilà donc pour le principe. Ensuite, il y a toute une série de facteurs qui vont influencer le comportement non drainé. D'une part, la tension de consolidation. Et vous avez ici les résultats de tests triaxiaux qui l'illustrent. On a consolidé des échantillons pour aller jusqu'à différentes tensions de consolidation. Ensuite, on a fait des tests de cisaillement et vous voyez donc la corrélation qui est à peu près proportionnelle. Donc la résistance au cisaillement non drainé n'est pas un paramètre intrinsèque du sol, mais dépend de son état. Et puis il y a l'histoire de consolidation qui joue un rôle important aussi.
Vous en avez ici l'illustration. Des sols qui ont déjà subi des charges auront un comportement modifié. Encore une fois, ici, il s'agit de tests triaxiaux. Pour laisser en noir, vous avez une consolidation normale avec une contractance. C'est une résistance au cisaillement non drainé, alors que pour les autres tests, les échantillons étaient déjà consolidés. Et vous avez un comportement de moins en moins contractant, de plus en plus dilatant, si bien que vous avez une résistance au cisaillement qui est modifiée. Ce qui est important aussi, c'est l'état de tension initial du sol. L'état de tension, donc, avant l'application d'une charge non drainée. C'est l'illustration du haut qui représente à nouveau les résultats d'essais triaxiaux. En bleu, vous avez des essais isotropes et en rouge, des résultats d'essais pour lesquels il y a déjà eu consolidation par cisaillement, et on voit que la résistance au cisaillement non drainé est beaucoup plus élevée pour ces échantillons-là que pour les échantillons qui ont été mis en charge à l'état isotrope. Sur une pente, par exemple, ça peut avoir une importance tout à fait décisive car vous avez toujours une charge drainée et il peut donc y avoir une influence importante. Et puis, ce qui joue un rôle important aussi, c'est le comportement volumétrique du sol. Va-t-il se contracter ou se dilater? Et c'est l'illustration du bas, qui concerne des essais triaxiaux sur du sable. Ce qu'on voit ici, c'est que là aussi, vous avez d'abord un comportement de contraction du sol. Les tensions effectives baissent, mais à mesure que la charge augmente, il y a un moment où vous avez un basculement vers un comportement de dilatation, si bien que les tensions effectives vont à nouveau augmenter. Alors comme dans ce cas-ci, cela peut signifier des résistances au cisaillement non drainées très élevées, plus élevées même qu'à l'état drainé. Nous avons donc vu ces quelques principes qui peuvent influencer le comportement d'un sol non drainé. Lorsqu'on analyse des problèmes géotechniques, souvent on applique la méthode des éléments finis, puisqu'il faut bien trouver une manière de représenter ces comportements. Et nous appliquons là deux méthodes principalement, c'est l'analyse de tension effective et l'analyse de tension totale. Pour l'analyse de tension totale que vous avez en représentation ici, vous avez ce mélange de grains et d'eau qui est considéré comme une seule phase. Et on va résoudre le problème de la valeur aux limites en passant par les tensions totales. Ainsi, on définit directement la résistance au cisaillement non drainé comme un paramètre du matériau. Et on ne peut pas tenir compte des changements de la teneur en eau puisque c'est un système monophase qu'on représente dans ce cas de figure. On ne peut pas donc représenter une dissipation des surpressions d'eau interstitielles et donc cela s'applique uniquement aux états non drainés. L'alternative, c'est d'appliquer l'analyse des tensions effectives. Ici, on considère le sol comme un système biphase. Donc on a des grains avec des tensions effectives et puis on a l'eau interstitielle avec les tensions qui la caractérisent et on fera un calcul hydromécanique pour connaître la valeur aux limites pour ce système biphase. Le comportement du sol sera défini sur la base de paramètres effectifs concernant par exemple le frottement et le comportement non drainé résultera de l'interaction entre les grains et l'eau.
L'avantage de cette méthode, c'est que nous faisons un calcul couplé, un calcul distinct en fait pour chacune des deux phases, si bien que si vous avez un changement des surpressions d'eau interstitielle pendant ou après le calcul, vous pouvez le refléter et donc on peut appliquer cette analyse non seulement aux états non drainés, mais aussi aux états drainés ou partiellement drainés. Quand faut-il appliquer quel procédé? Eh bien, comme si souvent, tout dépend de la question qu'on se pose. L'analyse de tension totale est plus simple, plus efficace. Ce sont des lois plus simples qui s'appliquent. L'inconvénient étant que cette approche ne s'applique qu'aux états complètement non drainés, alors que l'analyse des tensions effectives est un peu plus complexe, demande un peu plus de calcul. Par contre, elle permet de refléter tous les états, de l'état non drainé à l'état complètement drainé en passant par un état partiellement drainé avec les évolutions de la pression d'eau interstitielle. Du moment qu'on a choisi une de ces méthodes de calcul, il faut se poser la question de la loi de comportement à appliquer. Ici, le but est de déterminer quelles sont les caractéristiques pertinentes du sol en fonction du problème qui se pose. Pour l'analyse de la tension totale, c'est plus simple puisqu'on va s'intéresser essentiellement au comportement en déviance, alors que lorsqu'on procède à une analyse effective, il faut tenir compte aussi de la contractance, dilatance du matériau qui a une influence déterminante sur la résistance aux cisaillements non drainés. C'est l'illustration de droite qui porte sur un test d'éléments pour des charges drainées et non drainées avec une loi de comportement bien spécifique. Et vous voyez qu'on utilise ici les mêmes diagrammes que pour les deux essais triaxiaux que j'ai présentés tout à l'heure. Ce qu'il en ressort, sur le principe, c'est ce comportement différent entre l'état drainé et non drainé qu'on arrive à refléter de manière satisfaisante. Il ne sera pas forcément possible de le calibrer exactement pour chaque sol qu'on peut rencontrer, mais sur le principe, vous avez une contractance et les surpressions qui en résultent qui peuvent être représentées avec cette approche HS-Small. Mais évidemment qu'il existe d'innombrables lois de comportement des matériaux qui peuvent toutes être pertinentes en fonction de l'application. Pour l'application dont je vais vous parler maintenant, il s'agit d'un bon exemple de la manière dont une analyse de contraintes effectives peut être utile. Il s'agit d'un projet de remblayage dans un lac. De tels projets existent pour différents lacs en Suisse. Actuellement, l'objectif de ces remblayages, c'est toujours de créer des zones d'eau peu profondes à des fins écologiques pour que ces zones puissent accueillir des plantes aquatiques ou des poissons. Et c'est la raison pour laquelle on remblaye le fond du lac. Ce que je vous présente ici est un exemple fictif, parce que nous n'avons pas encore de communication officielle concernant ce remblayage, mais cela permet de bien comprendre le procédé. Vous avez ici plusieurs étapes de remblayage, tout cela sous l'eau, donc il va y avoir une saturation en eau. Et nous utilisons ici une analyse de contrainte effective
en appliquant toujours la loi de comportement HS-MOL comme dans le test que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est le Drainage Type Undrained A dans plaque 6, donc c'est une analyse de contrainte effective. Et ce que nous avons fait, c'est que pour chaque étape de remblayage, nous avons procédé à un calcul en 3 étapes. Première étape, la charge exercée par le matériau remblayé. Donc on remblaye, on fait un calcul immédiat à l'état non drainé. Ensuite, on fait un calcul de consolidation. Donc il y a une phase de consolidation pendant laquelle les pressions d'eau interstitielles résultant de ce remblayage vont pouvoir redescendre. Et vous voyez ces surpressions ici en illustration sous cette première étape de remblayage, juste après le remblayage et puis plus tard, après la phase de consolidation, on voit qu'une partie des tensions se sont dissoutes. Comme il s'agit de garantir un niveau de sécurité à chaque étape et à chaque moment, nous avons fait le même calcul en tenant compte du risque d'une défaillance de la pente, donc d'un glissement de terrain. Et nous avons refait les calculs là aussi. Quant aux résultats, vous les voyez ici dans ces deux plots. Le plot du haut, c'est un point en dessous de l'étape de remblayage pour lequel on représente la pression d'eau interstitielle et on voit qu'à chaque étape de remblayage, il y a une forte augmentation des pressions d'eau interstitielle, suite à quoi, pendant une phase de consolidation, vous avez une pression qui redescend partiellement, mais qui ne redescend pas jusqu'à zéro. La consolidation se fait plus vite au début, plus lentement à la fin. Et si on attendait jusqu'à atteindre le niveau zéro, eh bien, il faudrait compter plusieurs décennies pour un remblayage dans un lac. En réalité, on attend juste assez pour qu'on puisse en toute sécurité procéder à la prochaine étape de remblayage. C'est ce qui est illustré dans le graphe du bas. Vous avez là les tensions effectives pour un point d'intégration qui est sous le matériau de remblayage. Ce qu'on voit, c'est que chaque nouvelle charge provoque une charge non drainée du sol, suivie d'une diminution des tensions effectives ou des contraintes effectives, et vous avez ensuite une phase de consolidation pendant laquelle les contraintes effectives augmentent à nouveau, la sécurité s'améliore et la tension de cisaillement diminue. Et ces calculs permettent de dimensionner chaque étape de remblayage de manière à pouvoir travailler de la manière la plus efficace, la plus rapide possible, tout en garantissant à tout moment la sécurité nécessaire. Évidemment, on ne s'intéresse pas à un seul point, mais au comportement global. Mais ici, vous avez donc une illustration de l'application de cette contrainte de cisaillement mobilisée. Voilà, donc c'était quelques remarques de principe sur ce qui me paraît important pour faire une modélisation dans un sol non drainé. Selon les applications, on pourra préférer l'une ou l'autre approche. Pour l'exemple que je vous ai présenté, eh bien, c'était une illustration de l'analyse des contraintes effectives et de son utilisation pour modéliser, son utilité pour modéliser des remblayages dans des lacs, pour pouvoir travailler de manière efficace. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre. Merci Andreas für diesen spannenden Vortrag. Merci
Andreas, pour cette excellente présentation. Oui, il y a des questions et je vais commencer d'abord par demander quels ont été les essais en laboratoire utilisés pour cette modélisation. Eh bien, nous avions la chance que pour ce lieu concerné par ce projet, il y a déjà eu beaucoup d'essais liés à différents projets. Nous avons donc à disposition, et c'est un vrai luxe, c'est rare, nous avons à notre disposition des résultats d'essais triaxiaux, de pression unidirectionnelle et d'un certain nombre d'autres essais. Et nous avons calibré le comportement des matériaux sur la base des résultats de ces essais. Donc c'est un luxe que nous avons rarement. Merci. Deuxième question. Dans quelle mesure une pré-consolidation, une consolidation préalable peut-elle être reflétée aussi en utilisant cette loi de comportement du matériau? Est-ce qu'on peut aussi refléter l'aspect spatial? Bonne question, merci. Et là, il faut que je fasse attention à ne pas vous dire de bêtises. En principe, on peut dire que l'on peut représenter l'effet d'une consolidation préalable en appliquant cette loi de comportement parce que si vous avez eu une contrainte préalable ou une charge préalable, vous avez un agrandissement de la yield surface avec une augmentation de la résistance non drainée. Mais je n'ai pas fait le test pour cette loi de comportement-là. Pour d'autres, oui. Mais ici, ce n'était pas pertinent dans ce cas de figure. Mais il y a beaucoup de lois des comportements avec lesquels on arrive à représenter ça. Par exemple, le Modified Gameplay. Merci. Est-ce que cette réponse vous paraît suffisante? Alors, nous avons reçu une autre question. Pour ce remblayage que vous avez montré, il y a du matériau qu'il faut amener sur site. Est-ce que vous vous êtes intéressé aussi aux effets de l'impulsion dynamique, par exemple au passage d'un bateau? Est-ce que ça pourrait être critique en termes de stabilité? Non, pas de manière détaillée. Et il n'y a pas beaucoup d'approches à l'heure actuelle permettant de calculer la charge que représente le passage d'un bateau pour cette opération de remblayage. C'est difficile à représenter. Mais en effet, nous allons certainement nous pencher là-dessus le moment venu. Sur le principe, ce qu'on peut dire, c'est que si vous avez une charge verticale, ce sera surtout l'eau interstitielle qui sera concernée. Si vous avez un sol complètement saturé, et à ce moment-là, il ne devrait pas y avoir d'effondrement structurel. On a à ce moment-là des contraintes de cisaillement à court terme qui se produisent, mais c'est vrai qu'il faut qu'on se penche là-dessus. Merci. Alors visiblement, ta présentation a éveillé beaucoup de curiosité. Nous allons prendre encore une question. Là, je traduis une question qui était en français et je fais de mon mieux. Quel est l'avantage de cette loi de comportement que vous avez appliquée par rapport à un mort coulant ou à un hardening soil qui permettrait de faire des analyses avec des contraintes effectives? Alors, par rapport au mort coulant, la réponse est simple. La loi mort coulant ne provoque pas de dilatance du matériau tant qu'on n'est pas
arriver sur la surface de rupture. Et donc, si on l'applique à des états non drainés, on surestimera la résistance aux cisaillements non drainés, et parfois beaucoup. Ça peut être un facteur 2 ou plus, en fonction des terrains. Pour le hard and size small, c'est une situation intermédiaire. Vous avez une contractance avant d'atteindre la surface de rupture. Donc, on peut la représenter ce processus jusqu'à un certain point. Par contre, les possibilités de calibrage sont moins fines que pour le HS small. Nous avons fait des tests donc par rapport aux résultats d'essai que nous avions, et le HS small, de toutes les lois de comportement que nous avons pu tester, était la plus fiable. Mais si l'on change de sol ou si l'on change d'application, ça pourrait être différent. Merci beaucoup, Andreas. Nous avons pris 2 minutes de plus, mais ce n'est pas de votre faute, sinon vous n'auriez pas eu droit à ce chocolat. Mais voilà, vous y avez droit donc, et encore un ambassadeur de l'Helvétie, cette fois en Suisse. Merci à vous.